Ravi de vous voir tous ici. Voilà, tous ceux qui n'ont pas pu s'asseoir, tant pis pour vous, hein, ça va être compliqué. Je suis Jonathan Bengozi de l'Adopi. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Adopi, c'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Moi, je suis Estelle Chemla, aussi de l'Adopi. On va vous expliquer en quelques mots rapidement donc, ce que c'est l'Adopi. On a 3 missions. Alors, on a une mission de protection des œuvres, qui est la mission que vous connaissez la plus. Et peut-être parmi vous, vous avez reçu des mails vous disant que c'était pas très bien de télécharger, etc. Ben, ça, c'est ce pourquoi on est le plus connu. Mais on a également 2 autres missions qui sont un peu moins connues. Une mission de promotion des œuvres qui passe surtout par le site offrelegale.fr, dont on vous parlera un petit peu plus en détail, et également une mission d'observation des usages qui est en fait comment les internautes se comportent sur Internet, qu'est-ce qu'ils consomment, comment est-ce qu'ils accèdent aux œuvres. Et on est compétent sur l'ensemble des secteurs culturels, photos, images, audiovisuel, musique, livres numériques, logiciels et jeux vidéo. Et donc on va vous parler aujourd'hui de droits d'auteur, mais clairement on va essayer d'axer cette présentation à vos besoins, à vous, puisque vous êtes agence de com, imprimeur, vous êtes au quotidien des utilisateurs d'images, et ce qu'on souhaite vous apporter, clairement c'est pas un cours de droit, parce qu'on n'a pas assez de temps, que c'est ni le lieu ni l'endroit, et par contre si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette présentation et on sera ravis de vous apporter des précisions, notamment avec Estelle qui est donc juriste à l'Adopi. Ce qu'on souhaite, c'est vous amener à vous poser les bonnes questions quand vous trouvez des images sur Internet, utilisez des images sur Internet ou quand des clients vous amènent des images, des photos, des visuels que vous allez vous réutiliser dans le cadre de votre métier. Alors peut-être, du coup, tu peux nous dire, Estelle, comment est-ce qu'on définit une œuvre? Parce qu'une image est une œuvre. Alors, en fait, pour commencer, il faut savoir que c'est dans la loi qu'on définit une œuvre. Et on a 3 conditions, en fait, qui amènent à décider qu'une œuvre est une œuvre. Donc déjà, il faut que ce soit une création. Donc il faut que ce soit le résultat du travail de l'auteur. Ensuite, il faut qu'elle soit concrétisée, il faut qu'elle ait une forme. Et il faut que cette œuvre soit originale. Quand on dit originale, ça veut dire qu'elle doit exprimer la personnalité de l'auteur. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est au juge de décider si une œuvre est une œuvre. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il est difficile de dire en théorie ce qu'est une œuvre. On va vous montrer Là, je un viens de exemple. faire une très très belle œuvre. Alors, on va voir si ça c'est une œuvre, Estelle. Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est le résultat d'un travail de l'auteur? Oui, Jonathan a dessiné avec ses mains. Donc il y a peut-être un travail. Voilà, il y a le fruit, il y a toute mon enfance, il y a toute ma personnalité dans ce travail. Est-ce que c'est concrétisé? Oui, ce n'est pas seulement une idée. J'ai pas juste dit, tiens, j'ai dans l'idée de dessiner un bonhomme, parce que ça, c'est pas une œuvre de dire j'ai dans l'idée de créer un objet, de créer une œuvre, de créer une table. Non, il faut pouvoir le poser sur papier, sur film, en tout cas sur un support qui est visible par l'ensemble du public. Ensuite, est-ce que ça exprime la personnalité de Jonathan? Alors là, c'est difficile. Beaucoup d'enfants ont tendance à dessiner comme ça, donc on ne voit pas très bien la patte Jonathan. Mais en fait, c'est sur ces 3 conditions que le juge se base pour décider au cas par cas si une œuvre est une œuvre. Mais ce qu'on veut aussi vous montrer à travers ce magnifique dessin, c'est que pour définir qu'une œuvre est une œuvre, c'est pas si simple que ça. Parce que surtout la 3e catégorie, originale, exprime la personnalité de l'auteur. Voilà, quand on veut faire valoir ses droits et qu'on dit « mais si, je suis l'auteur de cette œuvre », il va falloir prouver devant un juge qu'on a bien mis notre personnalité, notre patte, et c'est pas si simple que ça. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est très franco-français. Aux États-Unis, pour qu'une œuvre soit une œuvre, on a besoin de la déposer. Alors qu'en France, il n'y a pas forcément besoin de la déposer, c'est pas comme une marque. Donc c'est vraiment du cas par cas et après ça relève de l'appréciation du juge. Et c'est aussi très franco-français que seules des personnes physiques peuvent être auteurs d'une œuvre. Donc là, ça aurait été Jonathan qui est auteur de l'œuvre, mais une entreprise, par exemple, n'est jamais auteur d'une œuvre. Et on va vous montrer un exemple justement. Oula, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du selfie du bonobo,
En fait, c'est un bonobo qui a pris le portable d'un monsieur et qui s'est pris en photo avec, et ça a fait un selfie. Et le détenteur de l'appareil photo a voulu commercialiser en fait cette photo en disant que c'était une œuvre, et il y a une association de défense des animaux qui a dit non, 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 attention, c'est pas le propriétaire de l'appareil photo qui est auteur de l'œuvre, mais c'est le bonobo. Et donc ça a été jugé très très récemment par le juge que non, un bonobo n'est pas une personne physique et n'est pas auteur de son selfie, même si son selfie est quand même très 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 réussi. Voilà. On vous a donné aussi d'autres exemples pour vous montrer que tout est potentiellement œuvre, tout est création artistique. Là, par exemple, on est sur le site offrelegale.fr, voilà, on prêche un peu notre paroisse. Voilà. On peut voir que sur notre site internet, il y a donc des petits logos, des petits pictos. Ce sont des œuvres, elles sont protégées, et l'auteur de ces œuvres a des droits dessus. De la même façon, tout ce qui est photo, évidemment, on a des droits dessus. La police, quand vous partagez une police, ça peut appartenir à quelqu'un, ou une charte graphique, ou un contenu éditorial, comme ici, le fait d'écrire un article sur un site internet, ça peut être une œuvre. Donc vraiment, l'idée, c'est de montrer que partout, même sur un site internet, il y a une multitude en fait, d'œuvres, et il faut toujours faire attention. Ce qui est important aussi, alors je ne sais pas s'il y a des développeurs de sites internet qui sont dans le salon, mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que quand vous développez un site internet, tout doit être spécifié dans le contrat, notamment sur est-ce que vous cédez ou pas le droit sur les visuels que vous avez pu créer pour le site internet. À partir du moment où dans le contrat de prestation ou de service que vous faites, il est précisé que vous cédez les droits sur les visuels ou l'éditorial ou même la police que vous avez créée, vous avez un droit moral, c'est ce qu'on vous expliquera juste après, mais vous cédez les droits patrimoniaux, c'est-à-dire que ça devient le client, celui qui a acheté le site internet, qui est détenteur des droits de ce que vous avez créé. Mais on va revenir un petit peu plus en détail, après, ouais. Justement sur qu'est-ce que le droit d'auteur. Donc en fait, on vous a expliqué avant ce que c'était une œuvre. Il faut savoir que sur cette œuvre, il y a des droits, et c'est ce qu'on appelle donc le droit d'auteur. Et dans les droits d'auteur, en fait, ça donne un auteur de droit. Donc il y a le droit moral et le droit patrimonial. Alors le droit patrimonial, en fait, c'est tout ce qui permet à l'auteur de donner son autorisation ou pas de partager une œuvre. Et c'est au nom du droit moral qu'on va rémunérer un auteur. Le droit patrimonial, pardon. Le droit moral, c'est totalement différent. Le droit moral, c'est déjà à vie. Un auteur, il a toute la vie sur son œuvre un droit moral, et c'est ce qui permet d'assurer le respect de l'auteur. Il faut savoir que le droit moral, pareil, c'est très très franco-français, qu'on ne retrouve pas forcément cet équivalent aux États-Unis, et qu'il faut toujours s'assurer, quand on partage une œuvre, qu'on a bien respecté la personnalité de l'auteur, qu'on ne porte pas atteinte. Par exemple, récemment, les juges ont condamné une société qui avait mis la musique de Doc Gynéco sous forme de sonnerie, parce qu'ils disaient qu'en fait, la façon dont la musique avait été transformée en sonnerie, ça portait atteinte justement à la création, et que c'était une atteinte au droit moral de Doc Gynéco. Donc voilà, il faut toujours faire très attention. Certes, il y a le droit moral, mais même si parfois vous avez l'autorisation des titulaires des droits, il faut toujours se demander, mais est-ce que je viole pas justement la personnalité de l'auteur? Là, par exemple, si on reprend l'exemple de l'œuvre que je viens de créer, si par exemple je décide de céder à Karen les droits patrimoniaux, donc je dis Karen, désormais c'est toi qui vas t'occuper de commercialiser cette œuvre, parce que moi je suis artiste, j'ai encore plein d'idées, j'ai autre chose à faire, je ne veux plus m'en occuper. Désormais, je viens de céder mes droits patrimoniaux, mais j'ai toujours un droit moral sur cette œuvre. C'est-à-dire que si un jour Karen vend, je vais prendre vraiment un exemple très 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 farfelu, mais vend à un parti fasciste cette œuvre pour que ça puisse illustrer le parti, je vais dire mais attendez, ça viole l'intégrité même de mon droit moral, je n'ai jamais créé cette œuvre pour qu'elle puisse être utilisée à cet effet-là, je demande à ce que cette œuvre soit retirée, ne soit pas utilisée comme ça. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez la différence entre le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral, c'est vraiment un droit philosophique, éthique,
pour ça qu'on l'appelle moral. Et droit patrimonial, C'est l'argent. c'est les sous-sous. Bah tiens, non, je te laisse mon œuvre, je t'ai confié mes droits patrimoniaux. C'est pour ça qu'en fait, on a voulu faire un focus très particulier sur ce que c'est un titulaire des droits d'auteur. Parce que certes, il y a toujours un auteur sur une œuvre. Donc là, Jonathan est auteur de l'œuvre, mais Karen devient titulaire des droits d'auteur. Jonathan lui a transmis en fait ses droits patrimoniaux et le titulaire des droits d'auteur n'est pas forcément l'auteur. Donc il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que dans une œuvre, il y a une chaîne de contrats qui se crée parce que Jonathan, il n'a pas le temps de s'occuper de la commercialisation de son œuvre. Et donc il a fait appel à Karen pour qu'elle aille exploiter son œuvre. C'est elle qui va appeler des sites internet et leur dire est-ce que ça vous intéresse que l'œuvre soit diffusée sur le site internet. Et donc Karen est titulaire des droits d'auteur et si vous voulez reproduire l'œuvre, c'est vers Karen que vous devez vous tourner. Donc il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que certes il y a un auteur et il ne change pas, mais que le titulaire des droits d'auteur se transmet. Et c'est en France notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout le monde connaît la SACEM. La SACEM est titulaire des droits d'auteur en musique. En fait, les auteurs de musique n'ont pas le temps de gérer leurs droits et ils transmettent à la SACEM leurs droits et c'est la SACEM qui est titulaire des droits d'auteur. Pour l'image, je crois que c'est la DAGP, c'est ça? La DAGP, voilà. Il y a une société de gestion collective qui s'appelle la DAGP. Et en général, quand vous créez une image, vous allez la transmettre et c'est eux après qui vont taper aux portes et dire vous me devez 20 €, vous me devez 10 €. Parce qu'en général, les artistes, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas forcément la fibre économique. Mais c'est vrai que ce qu'on veut que vous reteniez, parce que je ne sais pas si on parle vraiment à des créateurs, mais peut-être vous êtes plutôt utilisateur d'images. Le dernier point est vraiment important. L'identification du titulaire des droits peut être très complexe. C'est-à-dire que quand vous voyez une image sur Internet, sur différents supports, vous allez devoir vous poser deux questions. On va en parler un peu plus loin, mais je voudrais déjà y venir. La première question, c'est qui est l'auteur de cette œuvre? Mais ce n'est pas parce que vous allez trouver l'auteur de cette œuvre que ça veut dire que c'est lui qui va vous autoriser ou pas l'utilisation commerciale de cette œuvre. Il va peut-être vous dire, ou peut-être vous n'allez pas le trouver, mais dans tous les cas, il va falloir trouver la personne qui est titulaire des droits patrimoniaux. La personne qui va pouvoir vous vendre une licence d'exploitation, une licence de diffusion, une licence de reproduction, et qui va pouvoir passer un contrat avec vous. Mais l'auteur, c'est pas qu'il s'en fout, c'est que soit il a décidé de gérer ça lui-même parce qu'il a le temps, il a envie de le faire, soit il n'a pas le temps de le faire, il n'a pas envie de le faire, et il a cédé ça à un tiers. Et c'est vrai que la plupart du temps, ça sera cette fameuse DAGP, et vous allez pouvoir passer par eux. Voilà, je voulais y venir, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Alors, en fait, donc là, on vous a montré qu'à chaque fois que vous voulez partager une œuvre, vous devez demander l'autorisation de l'auteur. Mais il existe en fait deux situations dans lesquelles il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur. C'est lorsque les droits patrimoniaux s'éteignent. Et en France, en fait, les droits patrimoniaux s'éteignent 70 ans à partir de la mort de l'auteur. Donc là, Jonathan, il a créé une œuvre. Donc il est vivant. Je suis bien vivant. Voilà, tout va bien. Et on part en fait, le jour de sa mort, on part de sa mort et on rajoute 70 ans. Et à partir de là, il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation pour partager son œuvre à ses héritiers ou aux sociétés de gestion collective ou aux producteurs de Jonathan. Donc voilà, c'est des cas, on dit que l'œuvre est tombée dans le domaine public. Et on en entend pas mal parler, notamment en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on a un problème avec l'œuvre d'Anne Frank. Donc en fait, Anne Frank, elle avait écrit quand elle était enfant son journal intime que son père en fait a mis en vente. Cette année, l'œuvre d'Anne Frank aurait dû tomber dans le domaine public parce que ça fait 70 ans qu'elle est morte. Mais on a un peu une problématique parce qu'en fait, certaines personnes disent que c'est pas à partir de la mort d'Anne Frank, mais c'est à partir de la mort de son père qui a choisi, lui, de mettre en vente son journal. Donc il y a pas mal de polémiques et en fait, il faut toujours avoir à l'esprit que finalement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et plus longtemps l'œuvre n'est pas dans le domaine public, plus ils vont se faire d'argent. Et on l'a vu notamment pour Walt Disney, ils ont créé plein d'exceptions pour ne pas que Walt Disney tombe dans le domaine public parce qu'ils voulaient se faire un maximum d'argent avec leurs droits. Donc il faut vraiment toujours se poser bien la question et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup d'exceptions et qu'on n'est pas vraiment très certain de quand est-ce qu'on est dans le domaine public. Et peut-être juste pour préciser, en tant qu'utilisateur, n'hésitez pas à aller sur des sites internet qui référencent des contenus qui sont dans le domaine public. Je pense par exemple à la librairie, à la bibliothèque de New York,
qui a très récemment ouvert tout son patrimoine de photos dans le domaine public, et ça signifie qu'elles sont donc librement réutilisables. Alors, tout à l'heure, on vous parlait de droit moral et de droit patrimonial. Ça veut dire que le droit patrimonial s'est éteint, pas le droit moral. Maintenant, dans les faits, est-ce que vous allez violer la personnalité d'un auteur qui est mort depuis plus de 70 ans? Ça va être assez complexe à prouver. Mais voilà, n'hésitez pas aussi dans vos démarches d'utilisation d'images à aller vers ces collections-là. Il y en a vraiment beaucoup, il y a pas mal de sites et je pense qu'il y a plein d'annuaires qui recensent ça. N'hésitez pas à trouver ces belles photos qui seront souvent en noir et blanc. Et vous avez aussi pour les livres toutes les œuvres de Stendhal, d'Alexandre Dumas. Et par exemple, si on prend Walt Disney, il a utilisé le domaine public, puisque quand il a fait Blanche-Neige, quand il a fait La Belle au bois dormant, il s'est appuyé sur des œuvres qui étaient tombées dans le domaine public. Ce qui signifie qu'il n'a pas eu à acheter les droits pour pouvoir créer ces films d'animation. Donc ça peut aussi être utile dans votre stratégie de communication et notamment dans les prévisions budgétaires. Alors, il y a une deuxième hypothèse en fait où il n'est pas nécessaire d'aller demander l'autorisation des auteurs. C'est ce qu'on appelle les exceptions au droit d'auteur et ça, c'est prévu par la loi. Il y en a une dizaine qui sont en fait listées. C'est assez difficile aussi parce que ça fait l'objet de pas mal d'interprétations. Mais tout le monde connaît par exemple la copie privée. Donc normalement, si tu copies une œuvre pour ton utilisation personnelle, tu n'as pas à aller demander l'autorisation de l'auteur, mais il faut vraiment s'assurer qu'on est dans le cas où c'est son utilisation personnelle. Il y a aussi le droit de citation, c'est le fait de citer un petit bout d'une œuvre, toujours bien sûr en citant le nom de l'auteur. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de l'auteur. L'idée en fait des exceptions, c'est de permettre malgré tout la diffusion des œuvres, parce qu'une œuvre, elle a quand même vocation à aller vers le public, sinon ça ne s'appelle pas une œuvre. Si on reprend l'exemple de mon chef-d'œuvre, si Karen décide de le montrer à toute sa famille parce qu'elle est très très fière de son acquisition, on est dans le cercle de famille. Évidemment, elle ne va pas me demander l'autorisation à chaque fois qu'un invité vient chez elle. Par contre, si elle décide d'organiser un vernissage, une exposition, et là, d'accrocher ce bel objet, il va falloir qu'elle demande mon autorisation, parce qu'on n'est plus dans l'exception de cercle de famille. Et notamment, il faut par exemple se poser la question sur Facebook. On a l'impression parfois qu'on reste dans la copie privée, mais pas forcément, parce qu'en fait, sur Facebook, on a des centaines et des centaines d'amis. Et on ne pense pas qu'on reste vraiment dans une utilisation privée ou dans un cercle de famille quand on partage une œuvre sur son mur. Par contre, si tu envoies une œuvre en message privé à une personne, là on va dire que c'est de la copie privée, mais quand tu partages sur ton mur, on ne reste pas dans les exceptions. Donc il faut vraiment faire très très attention, même si on a l'impression que Facebook c'est la cour des miracles, en fait pas du tout. Alors en fait on voulait vous expliquer comment les auteurs cédaient leurs droits patrimoniaux. Pour céder ces droits patrimoniaux, on a recours aux licences. Donc, il faut savoir qu'il y a des règles qui encadrent ces licences. Une licence, c'est forcément à l'écrit. Tu ne peux pas dire à l'oral « je te cède mon droit ». Non, tu fais un contrat où il est écrit « je t'ai cédé mon droit ». En général, ces licences, elles sont pour une durée limitée. Donc, il faut toujours vérifier ces conditions. La durée, le lieu et la destination. Par exemple, il peut être prévu que vous allez avoir... Par exemple, Jonathan, il peut céder ses droits à Karen pour Facebook. Mais s'il n'est pas écrit que c'est cédé sur Twitter, l'œuvre, elle ne doit pas se retrouver sur Twitter. Il y a vraiment des règles très strictes. Et vous, quand vous utilisez les œuvres d'un auteur, assurez-vous de toujours respecter le contrat que vous avez en votre possession avec cet auteur. Oui, et notamment, du coup, si vous êtes amené à réutiliser une œuvre pour laquelle vous avez acquis les droits, vérifiez bien si vous pouvez la mettre sur n'importe quel support, si vous pouvez la réutiliser dans tous les formats, dans toutes les tailles, l'exposer publiquement, pas publiquement. Je crois que c'est quelque chose qui est, on l'a dit peut-être dans une autre slide, mais tout ce qui n'est pas écrit n'est pas induit. Donc mieux vaut avoir un contrat de 30 000 pages où vraiment tout est cadré et vous pouvez travailler sereinement, plutôt que de se dire bon bah c'est pas écrit mais je pense que par extension je peux peut-être le faire. Bah non, si c'est pas écrit, c'est pas forcément possible. Alors là, on voulait vous parler de quelque chose qui est très utilisé sur Internet, c'est les Creative Commons, c'est les licences libres. En fait, c'est notamment, on l'avait vu donc pour Je suis Charlie, l'auteur de Je suis Charlie, qui est Joachim Ronsin, on dit.
il avait directement mis son œuvre en Creative Commons. C'est des licences qui existent sur Internet et qui permettent de partager en fait les œuvres avec le public sans que le public ait à redemander l'autorisation à chaque fois. Et en fait, il y a plusieurs variations dans ces licences. On a la plus simple, c'est le bail. C'est le fait qu'il faut forcément mettre le nom de l'auteur quand on partage l'œuvre, mais on n'a pas besoin de le rémunérer et on peut en faire ce qu'on veut, on peut la modifier, on peut la commercialiser, mais on n'a pas demandé l'autorisation de l'auteur. Donc il y a vraiment plein de variantes. Et c'est vraiment une ressource hyper utile en fait sur Internet parce que souvent on veut par exemple changer sa photo de couverture sur Facebook. Vous pouvez utiliser des œuvres qui sont en Creative Commons sans avoir à demander l'autorisation de l'auteur. Donc c'est très pratique. Mais il faut bien faire attention. Parce qu'on a l'impression parfois que c'est pratique, mais il faut faire attention parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien le statut en droit français des Creative Commons. Et notamment, il y a beaucoup d'interrogations dans le cas où l'auteur va retirer son œuvre des Creative Commons. Est-ce que, du coup, le droit qu'il avait cédé initialement est caduque? Donc il faut toujours quand même prendre des précautions et ne pas partager n'importe quoi en Creative Commons, et si on peut demander malgré tout l'autorisation de l'auteur pour partager son œuvre. Oui, et puis d'ailleurs Creative Commons, on a tendance à penser que ça veut dire libre de droit. On dit tu peux y aller, cette photo elle est libre de droit. Ça veut rien dire libre de droit. Soit elle est en licence Creative Commons et elle n'est pas libre de droit, c'est juste l'auteur qui a choisi dans quelles conditions sa création peut être partagée. Il peut décider par exemple que sa création ne doit pas être commercialisée. Lui, il n'a pas voulu la commercialiser, c'est pas pour que quelqu'un d'autre aille la commercialiser derrière. Ça, c'est le dollar barré. Le bail, c'est ce que disait Estelle, c'est la paternité. Égal, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de la modifier. Si vous voulez utiliser cette œuvre, vous n'avez pas le droit d'y retoucher. Donc, c'est pas open bar. Ça ne veut pas dire que comme c'est en Creative Commons, on peut en faire ce qu'on veut. Il faut respecter ce qu'a voulu l'auteur à l'origine. Et la dernière chose, je crois, c'est ce petit logo qui signifie que vous devez partager la photo exactement avec les mêmes petits logos que ce que l'auteur a choisi initialement. Vous ne pouvez pas dire « bon, j'ai modifié l'œuvre, maintenant je peux faire ce que je veux, je peux dire maintenant ça peut devenir commercial, on peut la modifier, etc. » Il faut respecter la volonté initiale de l'auteur. Et puis, faut pas se mentir, en général, c'est pas des grands chefs-d'œuvre non plus qu'on trouve en Creative Commons. Les gens, en général, s'ils font des chefs-d'œuvre, ils vont vouloir gagner de l'argent avec. Donc, on ne trouve pas non plus n'importe quoi en Creative Commons. Alors, là, en fait, on s'adresse, on a essayé de s'adresser à vous pour être le plus près de cette audience. Concrètement, on a essayé de vous donner une règle la plus simple possible, c'est si vous ne demandez pas d'autorisation à l'auteur, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'œuvre. Alors maintenant, quand on vous dit ça, vous vous dites, mais alors, tout ce que je partage sur Twitter, tout ce que je partage sur Facebook, et les photos que j'ai utilisées pour mon PowerPoint, pour ma présentation de la semaine dernière, ah oui, puis aussi la diaporama que j'ai utilisée pour ma famille. Oui, c'est illicite, si vous n'avez pas demandé l'autorisation de l'auteur, et hors exception qu'on vous a présentée avant. Alors, est-ce que vous êtes en danger, là, aujourd'hui, maintenant? Est-ce que la police vous attend? La réponse est non. On n'est pas là pour vous dire que vous risquez quelque chose. Mais c'est une règle juridique. Donc il faut que vous en ayez conscience, et il faut que vous ayez conscience que l'auteur, s'il sent que son droit est violé, il pourra venir vous chercher, il pourra obtenir des sanctions. C'est quelque chose qui peut se faire. Voilà, c'est comme pour l'Adopi. Est-ce que si vous téléchargez illégalement, vous allez tout de suite aller en prison? La réponse est non. Mais la volonté de l'Adopi, c'est de vous rappeler qu'il y a des règles et qu'il faut respecter les droits d'auteur. Donc voilà, on vous donne vraiment cette règle-là. Prenez-la au pied de la lettre et adaptez-la à vos usages et posez-vous surtout les bonnes questions. On vous parlait justement des sanctions. Un auteur qui voit son droit violé, il a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de venir vous voir et de vous dire « t'es gentil, t'enlèves cette photo ». Ça peut arriver sur Facebook, effectivement, tu as utilisé une photo de moi, est-ce que tu peux l'enlever s'il te plaît? Il a le droit de le faire et normalement, vous êtes obligé de l'écouter. Il a aussi la possibilité d'aller en justice. Bon, c'est des gros montants, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais voilà, je ne sais pas si on a… Ça peut arriver.
Évidemment, si c'est un partage sur Facebook, vous n'êtes pas fait d'argent, en général, l'auteur il va pas venir vous voir. Par contre, si là vous commencez à vendre à vos copains et à vous faire plein d'argent, faut se dire que là, peut-être que l'auteur il va pas être très content et vous risquez par contre d'aller en justice. Donc bien sûr, exactement, tout dépend de l'usage que vous en faites et l'idéal est quand même de trouver une solution amiable avec l'auteur. On a essayé de faire cette slide pour résumer vraiment, pour que vous essayiez de garder vraiment les bonnes questions à vous poser. Quand vous allez voir une image et que vous allez vous poser la question, est-ce que je peux l'utiliser pour mes visuels, pour mes créations, pour mes supports? Qui est titulaire des droits? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut venir me voir moi ou est-ce qu'il faut venir voir Karen? Parce que je lui ai cédé mes droits patrimoniaux. Donc il se peut que vous ayez plusieurs interlocuteurs et que ça fonctionne un peu par rebond. Donc vous alliez voir l'auteur parce que c'est le plus facilement identifiable et que moi je vous dise écoutez, j'ai cédé mes droits à Karen ou à la DHGP, vous pouvez lui demander et il n'y a pas de souci, je lui ai cédé les droits pour le faire auprès de vous. Et ensuite, est-ce que vous avez une autorisation d'usage? C'est-à-dire, on parlait de la licence, est-ce qu'il y a un accord explicite, écrit? Le fait d'avoir dit oui, oui, c'est bon, vous pouvez l'utiliser, ça ne suffit pas. Il va falloir avoir une trace écrite. Un mail, un SMS, après, les formes peuvent varier. Juste quelques petits détails. On peut entendre, oui mais attendez, moi c'était pas pour le vendre. Par exemple, vous trouvez un visuel sympathique de la Reine des Neiges, vous allez chez un imprimeur de t-shirts, vous en faites une 50aine de versions parce que vous allez avoir une journée pique-nique avec les enfants de la maternelle. Il n'y a pas d'objectif commercial, vous faites de mal à personne et il se peut même que Disney soit jamais au courant. Mais d'un point de vue juridique, nous on est vraiment là pour apporter cet input juridique. Vous n'avez pas le droit, même si ce n'est pas commercial, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous exonérer de cette autorisation. La deuxième chose, là je me mets dans la position d'un financeur, par exemple d'un site internet. Ce n'est pas parce que je vais payer quelqu'un pour faire un site internet que toutes les créas qu'il y a sur ce site internet m'appartiennent. Il faut que ce soit dans le contrat. Si ce n'est pas dans le contrat, par défaut, ça ne m'appartient pas. Donc quand vous allez faire développer par un prestat un site ou une appli ou autre, vérifiez bien que dans les clauses, vous allez devenir le titulaire des droits des créations qui sont sur ce support-là. Ça, je l'ai déjà dit, si on a cédé ses droits à un tiers, il faut aller plutôt vers lui. Donc allez voir Karen pour acheter mon œuvre. Je pense qu'elle fera un bon prix. Et vraiment, si un client vous demande d'imprimer un visuel, vérifiez bien qu'il dispose des droits. Parce qu'à partir du moment où vous devenez imprimeur, vous participez en fait à cette entreprise de violation des droits d'auteur. Si, par exemple, je reprends l'exemple de la Reine des Neiges. À partir du moment où vous allez voir un imprimeur, vous lui dites imprime-moi s'il te plaît un t-shirt avec le logo de la Reine des Neiges. Vous êtes responsable en tant qu'imprimeur de lui demander est-ce que tu disposes des droits pour venir avec ce visuel-là. Si vous ne le faites pas, vous êtes également responsable. Vous êtes communément responsable. C'est important. On va vous parler rapidement. On vous a dit qu'est-ce que c'était que le droit d'auteur. On vous a dit comment devenir titulaire de ces droits, comment obtenir les droits pour réutiliser, pour modifier, pour travailler, pour imprimer une œuvre. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a sur ces œuvres? Par exemple, là, j'ai vendu une œuvre. Tu l'as vendue, ça y est, Karen? Ah oui, d'accord. J'aurais dû trouver... Le droit moral n'est pas très respecté. Qu'est-ce qu'il y a sur cette œuvre? C'est la question qui se pose. On va prendre le premier cas, c'est est-ce qu'il y a des personnes sur ces œuvres? Donc là, on est plutôt dans le cas des photos ou des caricatures ou d'autres types d'œuvres. C'est un peu le cas, vous êtes dans la rue, par exemple, et vous voulez prendre en photo quelqu'un, en fait. On va prendre un exemple. Voilà. Désolé, La Reine des Neiges, hein, j'ai beaucoup aimé le film, je suis pas du tout, je fais pas de fixette, hein, promis. Là, par exemple, vous êtes dans le métro et vous prenez en photo ces deux personnes.
Vous décidez de les partager sur Internet parce qu'évidemment, elle est plutôt fun et on voit qu'ils ne sont pas forcément ravis d'arborer ces jolis costumes pour Mardi Gras ou Halloween. Ça peut paraître logique, mais d'un point de vue juridique, en fait, ça se rejoint, la logique et le droit. Évidemment qu'il faut demander l'autorisation des personnes. Même si c'est sympa, qu'on a envie de le partager, il se peut que ça porte atteinte à ce monsieur qui, ça se trouve, allait signer demain le plus gros deal de l'année. Et voilà, il a perdu toute crédibilité par rapport au client et qui va peut-être perdre un contrat. Voilà, il faut aussi se mettre dans la position de la personne. Nous aussi, on peut être photographié dans des mauvaises situations. Sur Facebook, ça arrive régulièrement. Quand vous postez une photo, quand vous utilisez un visuel, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai l'autorisation de ces personnes pour la diffuser, l'imprimer, la réutiliser? Il va y avoir des exceptions, parce que sinon le droit c'est pas drôle, s'il n'y a pas d'exception, le code il serait pas aussi gros que ça. Mais c'est quand même la règle qu'il faut que vous reteniez. Il faut toujours demander l'autorisation. Et si ce sont des enfants, comme ce pauvre garçon, il faut demander l'autorisation des parents. Papa plus maman. Et il faut bien distinguer ces règles, en fait, des règles qui entourent le droit d'auteur. Les règles qui entourent le droit d'auteur, c'est des règles assez cupides. L'idée, c'est quand même de se faire de l'argent. Là, on est plutôt dans des règles qui tournent autour du respect des personnes, du respect de leur intégrité. Donc, c'est vraiment deux droits très, très, très distincts. Il y a des sanctions qui ressemblent à peu près aux sanctions que vous pouvez trouver dans la violation des droits d'auteur, à savoir des sanctions pénales et civiles. Mais évidemment, le juge se posera la question, est-ce que l'intégrité de la personne a été violée, bafouée? Est-ce qu'on a vraiment porté atteinte à cette personne-là? Et on le voit souvent sur le Voici, il y a souvent le petit bandeau blanc devant quand ils ont été condamnés justement pour atteinte au droit à l'image avec des sanctions notamment financières. Ça arrive toutes les semaines. Sur les exceptions, il y en a deux grandes. La première, ce sont les personnes publiques dans le cadre de leur activité. Alors, personnes publiques, concrètement, si on prend notre chère Céline, si vous écrivez un article sur Céline Dion et que vous utilisez un visuel de Céline Dion, vous êtes dans le droit à l'information. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de Céline, qui en plus n'est pas très dispo en ce moment. Mais parce qu'il y a une actualité autour d'elle. Vous ne pouvez pas, hors actualité, là elle est dans le cadre de ses fonctions, elle est en train de chanter. Il y a vraiment des conditions particulières. C'est de l'information. C'est de l'information, sinon... Si vous faites juste un article pour dire Céline est moche et que vous mettez une photo de Céline, bon déjà vous portez atteinte à cette pauvre Céline. Et en plus, il n'y a aucun sujet d'actualité. Vous n'êtes pas en train d'annoncer une date de concert ou malheureusement un décès. Donc c'est pas du tout un bon exemple. Il n'y avait pas de décès à l'époque, hein, je tiens à le préciser. Je vais vous donner un contre-exemple. L'exemple des Sarkozy qui avaient été pris en photo par Ryanair pour dire, je ne sais plus quel était l'objet de la pub, mais voilà, avec Ryanair, toute ma famille peut venir à... On n'est pas du tout dans du droit à l'information et en plus, on est dans une utilisation commerciale. Donc là, le Ryanair a été condamné à reverser, alors je crois que ça a été 1 euro symbolique à Nicolas Sarkozy et un peu plus à Carla Bruni Sarkozy. Même beaucoup plus, oui, 60 000 euros. La diffusion d'images d'un bien, c'est quoi l'image d'un bien? C'est si vous prenez en photo une chaise, si vous prenez en photo un immeuble, si vous prenez n'importe quel visuel. La règle, c'est qu'on ne dispose pas de droit à l'image sur son bien. Si on prend en photo votre immeuble dans lequel vous vivez, vous ne pouvez pas dire « Attendez, on reconnaît mon appartement, je ne veux pas que… » Vous ne pouvez pas. Sauf si cet immeuble est une œuvre d'architecte qui est classée au patrimoine. Dans ces cas-là, il faudra demander l'autorisation, non pas à l'habitant de l'appartement, mais au créateur de l'immeuble qui lui-même est classé. Deuxième exception,
s'il y a des données personnelles qui apparaissent sur l'image, vous prenez en photo un bureau. En soi, le bureau n'est pas protégé, mais si sur le bureau, on voit des données confidentielles, un fichier, un nom, une adresse, un livre, on est encore en fait dans ce logique, c'est est-ce qu'on porte atteinte à la personne? Est-ce qu'on risque de la reconnaître? Est-ce qu'on risque du coup de se poser des questions sur cette personne? Il faut vraiment juste se mettre dans la position de la personne qui pourrait être bafouée et se dire qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive. Donc c'est un droit qui est somme toute assez protecteur. Et le dernier exemple, c'est si ça entraîne un trouble anormal pour son propriétaire. Voilà, si vous utilisez... Je vais vous donner un exemple qui est assez symbolique. Voilà, c'est cet exemple-là, qui est un exemple assez récent. C'est une personne qui a un appartement qui est sur Airbnb, qui a accueilli du coup des résidents dans son appartement, et il s'avérait que c'était les 2 fondateurs d'Airbnb, qui en fait étaient en prospection parce qu'ils allaient ouvrir leurs locaux à Paris. Tout se passe très bien, très bonne hôte, très bonne réception. Quelques mois plus tard, un ami de cette hôte lui envoie un mail. Dis donc, tu as vu les photos des locaux d'Airbnb en Californie? Il y a des similitudes assez troublantes avec ton appartement. Et là, on peut voir effectivement entre l'appartement de l'hôte et les bureaux d'Airbnb. Là, on est sur 2 prises de vue, mais on voit le fauteuil est le même, les tables sont les mêmes, le fauteuil là, vous le retrouvez ici. De la même façon, en fait, ils ont copié l'appartement de l'hôte, sans lui demander son accord, etc. On se dit finalement, là vous pourrez me dire, mais ce ne sont pas forcément des trucs design, ça ne lui porte pas forcément atteinte, c'est même plutôt cool de savoir qu'ils ont fait les locaux à l'image de cet appartement, sauf que c'est une décoratrice, et c'est son métier en fait. Donc elle aurait aimé avoir une certaine reconnaissance, et pourquoi pas signer un deal avec Airbnb pour pouvoir dire c'est moi qui ai décoré leur appartement. Dans cet exemple l'image peut entraîner un trouble anormal pour son propriétaire. Alors tout ça, ça va être statué devant un juge. Vous n'allez pas dire, dis donc, j'ai un gros trouble, je dors plus très bien depuis que tu as pris cette photo. Non, ça suffit pas. Il y a quelqu'un, un tiers, qui va donc être le juge, qui va décider si oui ou non il y a un trouble qui a été entraîné suite à la diffusion de cette image. On va revenir parce qu'on a oublié une exception. En fait, c'est l'exception personne publique, c'est le droit à l'information. En fait, si par exemple il y a un attentat, les journalistes ont le droit de prendre des photos des personnes, mais à une condition, c'est que ces personnes ne soient pas identifiables. En fait, il y a eu pas mal de cas où, par exemple, après les attentats dans le RER, ils avaient pris des photos de corps ensanglantés. Et le juge a décidé que les photos ne devaient pas apparaître dans les journaux parce qu'on identifie les victimes. Là, par exemple, c'était pendant les manifestations, je crois, après le 11 janvier. Et on peut considérer, alors à votre appréciation, qu'on n'identifie pas très bien les gens et que dans ce cas-là, on est justement dans du droit à l'information et qu'ils avaient le droit de prendre en photo ces gens sans leur autorisation, mais toujours bien sûr à condition qu'ils ne soient pas identifiables. On a essayé de récapituler tout ce qu'on s'est dit. Et évidemment, alors ça a été très de nous à vous, mais on est tout à fait à votre disposition pour répondre à des questions concrètes sur des cas que vous avez rencontrés dans votre entreprise ou en tant que prestat ou freelance. Si on a des difficultés pour répondre à ces questions, on vous laissera nos coordonnées et on pourra en parler évidemment ce petit temps. On a une image. Vous avez 2 questions que vous devez vous poser. La première, est-ce que c'est une œuvre? On en parlait tout à l'heure, il faut que ce soit une œuvre originale, qui soit concrétisée et qui reflète la personnalité de l'auteur. Donc il faut se reposer ces questions. Le bonobo, non, ce n'est pas une œuvre, puisque le bonobo n'était pas un humain. Donc là, il n'y a pas de souci, vous pouvez librement l'utiliser. Par contre, si c'est une œuvre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut demander l'autorisation de l'auteur. Ça, c'est vraiment la règle, et je vous ai mis les 2 exceptions. La première, c'est le cercle de et la copie privée, et le domaine public.
Voilà. Mais je vous mets vraiment en avant la règle, c'est si c'est une œuvre, demandez l'autorisation de l'auteur. La deuxième chose, c'est que représente l'image. Ce sont deux choses que vous devez vous demander en fait en parallèle. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Enfin, bien sûr, si ce n'est pas une œuvre, on s'en fout. Mais à partir du moment où c'est une œuvre, il faut se poser la question, que représente l'image? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas identifiables? Une espèce de flou artistique, on ne reconnaît pas grand monde, bon, a priori, l'autorisation, on peut librement l'utiliser. Et si quelqu'un estime qu'au fond à droite, on peut reconnaître son grain de beauté et donc tout le village va savoir qu'il était à cette manifestation, bah, il peut vous le faire savoir, vous pouvez lui dire non, je ne trouve pas que tu sois reconnaissable, et là il y aura un tiers qui est un juge qui pourra statuer. Et je ne pense pas que la personne qui se juge reconnue va aller jusque devant le juge pour aller. Si la personne est identifiable, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, notamment pour le papa et l'enfant qui étaient déguisés, il faut demander l'autorisation. Alors j'ai mis de l'auteur, c'est pas l'auteur, c'est une erreur de ma part, ce sont les personnes qui sont identifiées. Donc si ce sont des adultes, les adultes, si ce sont des enfants, l'autorisation des parents. Et là, on a les exceptions dont on vous parlait, ce sont le droit à l'information. Si c'est une photo de manifestation ou d'événement public qui illustre vraiment un propos, seulement si votre article parle de cette actualité-là, ou alors si ce sont des personnes publiques dans le cadre de leur activité. Encore une fois, si on prend en photo Emmanuel Macron qui visite ce salon, j'espère qu'il y a une personnalité publique qui est venue là. S'il y a une personnalité publique qui vient ici, qu'on le prend en photo, vous pouvez utiliser cette photo à condition de rédiger un article sur le salon Cprint. Vous ne pouvez pas prendre une photo d'Emmanuel Macron qui visiterait le salon et dire Emmanuel Macron aime le fromage. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je dis une bêtise? Non, mais on peut montrer un autre exemple. Tu sais, à la manifestation. Ouais, tout à fait. En fait, on peut vous montrer un autre exemple où justement on avait le droit de prendre cette photo sans l'autorisation des personnes sur la photo. C'était pareil à la manifestation du 10 janvier de l'année dernière. Je ne l'ai pas. Ah, bon, on l'a pas. Mais oui, on les tous voit, vu, ils étaient tous comme ça en train de se tenir. Les chefs d'État qui étaient à la manifestation au premier plan, là, comme c'est des personnes publiques, peu importe donc qu'elles soient identifiables ou pas identifiables, un événement public, ils ont le droit de prendre une photo d'eux sans demander l'autorisation à Sarkozy, à François Hollande. C'est des personnes publiques, donc ils perdent en fait ce droit. Et si sur cette image, vous avez autre chose que des personnes, mais vous avez donc des biens, des logos, des monuments, bref, toute autre chose, il faut vous reposer la question, est-ce que c'est une œuvre? Ce qu'il y a sur cette image. Donc là, si on est dans une image où on voit clairement le logo Nike, là, vous retombez dans est-ce que oui, donc demandez l'autorisation. Si sur cette image, il y a une personne, un monument, il faudra demander du coup au créateur du monument. Après, évidemment, on tombe aussi dans... Et encore une fois, à condition de diffuser l'œuvre. Si vous la gardez, vous prenez une photo pour vous d'une œuvre, on est dans l'exception copie privée. Bah là, par exemple, on va prendre plusieurs exemples. Alors, allons-y. Peut-être on va lever des mains. Pour vous, est-ce que cette femme avec ce tableau a le droit de diffuser cette œuvre? On est sur Instagram. Si vous êtes pour, elle a le droit, levez la main. Si vous êtes plutôt contre, levez la main. D'accord. Les gens sont plus contre. Alors en fait, elle n'avait pas le droit de diffuser cette photographie à condition que cette œuvre soit tombée dans le domaine public, mais je ne pense pas. Voilà. Et là, vous dites contre, mais s'il s'avère que l'auteur mais bon, voilà, il y a écrit Picasso, donc on sait que Picasso n'est pas mort depuis plus de 70 ans. Voilà. Mais si par exemple de Léonard de Vinci ou de Poussin ou autre, elle a le droit. Elle a le droit, hors règle du musée, parce que les musées vont aussi vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre des photos parce que le flash abîme, etc. Mais hors règle de l'endroit que vous allez visiter, là effectivement vous avez raison, bravo, un point pour vous. Si on prend cet exemple-là, est-ce qu'elle a le droit de prendre cette photo et de la diffuser du coup sur les réseaux sociaux? Karen, de tourner la tête. Si vous pensez qu'elle a le droit, levez la main.
Ouais, si vous pensez qu'elle n'a pas le droit, alors ok. Peut-être monsieur a l'air assez sûr de lui. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que les droits à la propriété intellectuelle appartiennent à la personne qui a fait l'éclairage, à l'architecte designer qui a fait l'éclairage. Et effectivement, les droits de la Tour Eiffel sont tombés dans le bien public puisqu'elle a pris le... Alors monsieur est peut-être l'éclairagiste de la Tour Eiffel. C'est une très bonne réponse. En fait, je vous disais au début que tout est œuvre. La Tour Eiffel est une œuvre. La Tour Eiffel est évidemment tombée dans le domaine public, donc vous avez le droit de vous prendre en photo avec la Tour Eiffel et de la diffuser librement. Par contre, la lumière, elle, est arrivée en l'an 2000. Et là, du coup, on considère que c'est une œuvre. Et tous les soirs, je suis en train de parler avec le micro et le micro, ça fait doublon. Et là, donc, vous n'avez pas le droit, vous devez demander en théorie, j'insiste sur le en théorie, l'autorisation. Alors je dis éclairagiste, mais je pense que s'il s'entend appeler éclairagiste, il sera pas forcément... il a un nom peut-être? Il faut demander à la SETE. Donc voilà, si vous allez à la Tour Eiffel le soir, vous prenez une photo, demandez à la SETE. Si vous ne le faites pas, dans les faits, évidemment, je ne vous dis pas que vous allez risquer grand-chose. Et toujours sauf pour votre utilisation personnelle. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est une œuvre détournée parce qu'elle se prend en photo Oui, mais même si c'est une œuvre détournée, pour détourner une œuvre, il faut avoir l'autorisation initiale de l'auteur. On ne peut pas détourner une œuvre sans demander l'autorisation. Facile. Et là, ce qu'on va vous dire, c'est un petit peu le inception du droit d'auteur. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est effectivement, c'est une œuvre. Elle s'est prise en photo. On peut estimer que le fait qu'elle l'ait pris un petit peu de travers, c'est pas du tout un loupé, c'est une volonté, c'est la personnalité de l'auteur. Donc si moi, je veux repartager cette photo, j'ai deux choses à faire. Si je reprends le schéma, je dois me poser la question, est-ce que c'est une œuvre? Et ensuite, que représente l'image? Du coup, je dois demander à l'éclairagiste si j'ai le droit de réutiliser l'image, à l'auteur de l'image, si un, j'ai le droit de diffuser cette photo parce qu'on la reconnaît, et deux, si elle me donne le droit d'utiliser son œuvre, cette beauté, cette photo, ce selfie. C'est hyper compliqué, hein, je sais, c'est assez barbare. Mais toutes ces questions, c'est vraiment dès qu'on diffuse pour le public. Si c'est pour vous-même, on ne se pose pas toutes ces questions. Ce qu'on veut vraiment, c'est vous amener à vous poser ces questions-là. C'est pas tant... alors, surtout que vous êtes dans un cadre professionnel, c'est un peu plus touchy que si vous étiez dans un cadre sur Instagram, Facebook, où bon, on peut estimer qu'on ne va pas venir forcément vous titiller. Par contre, si vous utilisez un visuel qui apparaît derrière sur une application, un site internet qui est du coup visible de tous, là, l'auteur peut estimer que ça lui porte un préjudice. Et là, pour le coup, il peut venir vous voir et vous demander des dédommagements, de retirer le visuel, etc. Donc, il faut vraiment vous amener à vous poser les questions. Le cas échéant, si vous voulez, on pourra vous faire parvenir ce voilà, posez-vous surtout ces questions-là. Est-ce que c'est une œuvre et que représente l'image? Et tant que c'est possible, demandez à l'auteur si vous avez le droit de l'utiliser. Voilà, il y a des questions du coup. Je vais prendre la première question. Moi, je voulais savoir si on partage en fait la photo que vous venez de montrer sur une page Facebook, mais par exemple d'une agence de com. Sur Sur le professionnel. compte professionnel, voilà. Bah, ça change rien. Ça change rien? Ça change rien. D'accord. Effectivement, enfin, c'est de la même façon, vous devrez vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous allez partager? Et par contre, effectivement, si c'est le compte professionnel qui va relayer cette image, pour l'auteur, ça relève un intérêt un petit peu plus particulier, parce que si moi je suis un particulier, et je viens voir l'auteur et je lui dis est-ce que je peux partager cette œuvre, il va peut-être pas me dire non. Si je suis Total et que je dis bah, moi j'aimerais bien partager ton œuvre sur mon compte, bah, lui il va penser monétisation. Donc là il va dire non, 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 je te donne pas mon autorisation, ou alors on fait un contrat d'utilisation. On a d'autres questions? Alors je voulais revenir sur la Tour Eiffel.
A priori, en regardant sur Photolia, puisque vous faites la conférence avec Photolia, j'ai vu des photos de la Tour Eiffel justement la nuit. Et je voulais savoir si Photolia, quelle garantie pouvait nous offrir Photolia si on souhaitait utiliser une image de la Tour Eiffel. Donc, si vous aviez des garanties juridiques sur le contenu de l'image, pas sur le droit d'auteur, mais sur le contenu de l'image. Il y a plusieurs choses. Sur Photolia, vous n'avez pas l'éclairage scintillant de nuit de la Tour Eiffel. Et il y a une chose à savoir aussi sur les images, c'est que l'image dont l'auteur a les droits doit être quand même l'élément principal de l'image. Donc en l'occurrence, sur Photolia, vous avez des photos de la Tour Eiffel, la nuit, mais pas scintillant, parce que l'auteur de cette photographie n'a pas les droits de la SCTE. Et justement, on va pouvoir enchaîner avec l'Adopi, parce que Photolia a justement le label offre légale de l'Adopi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a fait venir aujourd'hui, pour vous sensibiliser aux règles juridiques qui entourent l'utilisation d'une image. Et je pense que je peux donner la parole peut-être à Jonathan, si tu veux expliquer la plateforme offre légale qui vous permet justement de trouver les prestataires, banques d'images ou autres, qui vous garantissent avoir justement les droits à l'image des personnes représentées sur les fichiers. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la plateforme offre légale? Bien sûr. C'est tellement gentiment demandé, Karen. Offre légale, du coup, c'est un site internet qui a été mis en ligne par l'Adopi. Encore une fois, si vous avez des questions sur l'Adopi un peu plus largement, on est tout à fait à votre disposition et on est aussi là pour ça. C'est pas vraiment l'objet de ce temps qu'on a avec vous, mais une fois qu'on aura terminé, vous pouvez tout à fait venir nous voir. Offre légale, c'est un site qui les offres. Alors, on peut pas vraiment dire les offres légales, mais les offres qui sont considérées comme étant légales. On a deux niveaux en fait de légalité. On a celles qui ont obtenu un label, comme Photolia effectivement, qui ont fait une démarche en fait auprès de l'Adopi pour obtenir une labellisation. Donc là, on est dans une démarche assez officielle et qui vient de l'État. Et on a des sites qui ont pu ce petit label. Vous voyez le petit L, il disparaît. Mais nous, on a pu considérer que c'était des sites qui étaient licites. Alors, dans cette partie photo, vous avez également audiovisuel, musique, livres numériques, etc. Mais sur la partie photo, on peut considérer, nous, que si vous allez sur ces sites-là, vous allez avoir une garantie au niveau de l'achat. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez cliquer droit sur les photos sauvagement, faire copier l'image ou faire des captures écran. Ce qu'on vous dit, c'est si vous achetez les contenus légalement sur ces plateformes, vous êtes dans une sécurité au niveau de votre utilisation. C'est l'objectif de ce site internet. Voilà. Aujourd'hui, il recense plus de 420 plateformes, notamment sur de la VOD, sur de la musique, sur du jeu vidéo. N'hésitez pas à vous y balader. Vous pouvez même laisser des commentaires sur les plateformes, dire si c'est bien, pas bien. Voilà. Il y avait d'autres questions peut-être. Il y en a deux là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question quant à l'utilisation, par exemple, graphique. Oui. C'est moi. Donc, par rapport à une œuvre graphique, en fait, qui représenterait pas un véhicule d'une marque, mais sans supposer qu'on enlève le logo de la marque sur le véhicule. Je prends l'exemple, je sais pas, d'une coccinelle ou d'une 4L, quoi, ou une 2 chevaux, des véhicules qui sont assez connus, mais qu'on l'inclut dans une œuvre graphique, quoi. Qu'est-ce qu'il en est justement à ce niveau-là? Donc si je reprends votre exemple, si j'étais amené à prendre une photo par exemple d'une 2 chevaux, que j'enlève toute la partie reconnaissable, le logo, etc. et qu'ensuite moi je décide de travailler sur cette œuvre et la partager sur des réseaux, voilà. Est-ce que j'ai le droit? Fiche ou vraiment un œuvre graphique simplifié pour un t-shirt, quelque chose comme ça, quoi. En fait, vous allez voir, parce qu'à chaque fois, vous allez nous poser des cas comme ça, et nous, en fait, on va se regarder parce que il faut nous aussi qu'on ait cette gymnastique. Et à chaque fois, on doit avoir cette gymnastique, et à chaque étape de ce questionnement, il ne va pas y avoir un oui ou un non clair.
Le truc, c'est qu'effectivement, comme le dit Karen, si on reconnaît vraiment la coccinelle, en théorie, il faut demander l'autorisation. Maintenant, je pense aussi à beaucoup de visuels où on pourrait reconnaître un Mac, où on pourrait reconnaître un iPhone. On pourrait effectivement reconnaître la marque du smartphone. Et effectivement, si on ne voit pas de façon explicite la marque, on pourrait estimer que c'est n'importe quel smartphone. C'est flou. C'est flou. La question, c'est est-ce que aussi le titulaire des droits va estimer que son droit est violé, qu'on a fait une utilisation commerciale et que ça lui est préjudiciable. Donc si vous voulez aller utiliser un visuel qui est très reconnaissable et que vous allez ensuite l'exploiter de façon commerciale, je vous dis pas vous pouvez ou vous ne pouvez pas, je vous dis il se peut qu'à un moment la marque estime que il y a eu un préjudice et là il pourrait y avoir une petite bataille judiciaire que vous voudriez éviter. Donc le plus possible, essayez d'utiliser des visuels où on ne reconnaît pas la marque. Voilà, je prends un exemple par exemple sur des bandes dessinées où on voit des voitures, des fois même le logo de la marque est représenté dessus et la bande dessinée est vendue, donc à faire un profit quoi. Là, Estelle me dit oui, effectivement, il faut demander l'autorisation. Je crois qu'il y avait des questions par... Ouais. Bonjour, moi je voudrais juste revenir encore à la Tour Eiffel. Oui, on va revenir sur la Tour Eiffel. Un jour, l'Assemblée en fait, a adopté le droit d'exception pour les panoramas. Vous dire ce que ça implique en fait sur les photos, est-ce que du coup cette photo avec l'éclairage de la Tour Eiffel, elle entre ou pas dans ce cas de figure? En fait, en ce moment, se pose la question de savoir si en droit français, on va introduire une nouvelle exception qui s'appelle l'exception de droit panorama. Pour le moment, elle n'existe pas en droit français. C'est la possibilité, par exemple, de prendre en photo, si la Tour Eiffel n'était pas dans le domaine public, de la prendre en photo parce qu'elle se trouve dans un lieu public. Pour le moment, en droit français, ça n'existe pas. C'est en discussion à l'Assemblée nationale. Et vous avez le droit, pour le moment, c'est interdit. Ça va peut-être le devenir d'ici quelques mois. C'est un grand débat. Voilà. Et encore une fois, ce qu'on essaye d'apporter comme message, c'est pas tant le droit ou pas le droit, c'est aussi les bonnes questions à se poser. Voilà. Si par exemple, pour l'exception de droit de panorama, il y a l'exemple qui était utilisé dans l'article juridique devant la pyramide du Louvre, qui est du coup protégée puisqu'elle a été construite en 81 ou 82. Oui, donc elle n'est pas tombée dans le domaine public. Elle n'est pas tombée dans le domaine public, mais on pourrait estimer que comme elle est dans un paysage public, ça ne porte pas préjudice au Louvre qu'on puisse partager cette photo, et c'est plutôt, on pourrait autoriser une libre utilisation. Donc on est vraiment dans un cas très spécifique, ça ne veut pas dire qu'on peut prendre en photo tout et n'importe quoi, ce sera ou ce serait au conditionnel des œuvres qui sont explicitement posées dans le domaine public et qui sont librement accessibles. Comme une grande roue par exemple, la grande roue qui peut être protégée qui peut être protégée au nom du droit d'auteur. Si vous la prenez en photo et que vous la partagez après sur Facebook, la personne qui a créé la roue pourrait dire attention, vous violez mon droit d'auteur. Pour le moment, mais peut-être que dans quelques mois, la loi aura changé à ce sujet. Je ne sais pas combien de temps on a pour... D'accord, super. Bonjour à tous, Corinne, je suis graphiste. Je voulais savoir si on achète par exemple des photos sur Fotolia, qu'on fait une photocomposition, donc ça devient une œuvre différente, ou pas, enfin si on retouche ou pas, est-ce que l'on doit noter les droits d'auteur dans les mentions légales ou ailleurs? Du coup, la question pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est si on achète des photos sur Fotolia et qu'on les utilise pour recréer une œuvre, est-ce qu'on doit... Les crédits photos, tout à fait. Comme vous utilisez effectivement plusieurs œuvres, même si vous faites un photomontage avec ces œuvres, il faut mentionner effectivement les auteurs. Et il y a un sujet que vous n'avez peut-être pas abordé, c'est effectivement cette notion de crédit photo. Comment justement créditer le photographe? Et il est vrai que nous, on recommande vraiment d'apposer le crédit photo sur toute œuvre, justement. C'est une obligation, oui, c'est une obligation notamment dans un cadre éditorial.
Sur les réseaux sociaux également. C'est pour ça que sur Fotolia, typiquement, tous les fichiers que vous voyez sur Fotolia, vous pouvez les télécharger en licence média. Le copyright est directement intégré dans la photo, ce qui vous évite à chaque fois de rajouter le nom de l'auteur. C'est pour vous faciliter justement la gestion de la photo et la position du crédit photo. Alors après, dans un cadre commercial, c'est pas une obligation sur une bannière de mettre le crédit photo. Nous, on le recommande, clairement. Sur un site internet, ce qu'on recommande de faire, c'est qu'à la fin de vos CGV, vous indiquiez tous les crédits photos à la fin de vos CGV, comme l'Adopi, je pense, le fait d'ailleurs. Finalement, on est dans la revendication du droit moral tel que dont je parlais au début. Le droit moral, c'est un droit à la paternité de l'œuvre. C'est-à-dire que même si vous cédez, en fait, quand vous êtes photographe et que vous cédez votre photo à Fotolia, vous cédez vos droits patrimoniaux en fait, à Fotolia, qui va se charger de vendre vos photos en votre nom. Ce qui signifie que vous ne vous occupez plus de tout ce qui est licence, puisque c'est Fotolia qui va le faire. Par contre, vous serez toujours propriétaire de vos droits moraux. Et en fait, cette obligation de copyright, de crédit photo, pas copyright, de crédit photo, ce respect de la paternité, on ne pourra jamais nier le fait que cette photo ne devient plus une photo Fotolia. Moi j'ai une question, du coup si on prend une photo sur Fotolia, on a le droit de la modifier parce que ça c'est prévu dans vos conditions générales. Mais par contre il faut faire attention parce que c'est pas forcément toujours prévu, on n'a pas toujours le droit, même si on achète une photo, de la modifier. Et là effectivement on revient sur cette notion de licence. Quand vous achetez une photo sur microstock comme Fotolia ou autre, vous achetez en fait une licence d'exploitation, une licence d'utilisation. Lisez bien cette licence. Ouais. Elle ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi avec cette photo. Donc c'est important aussi, c'est pas parce que vous allez acheter une photo que vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Il faut vraiment lire dans quel cadre vous pouvez utiliser, exploiter, imprimer, modifier cette photo-là. Comme dit Estelle, effectivement, là sur Fotolia c'est possible, mais pas partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que sur Fotolia, on propose aux gens qui utilisent vos photos, est-ce que vous proposez comment dire, est-ce que toutes les photos qu'il y a sur Fotolia, on peut les utiliser de manière commerciale? Est-ce que parce qu'il risque d'y avoir peut-être des photos qui posent problème, je ne sais pas, en termes, on parlait de propriété intellectuelle, de design ou de choses comme ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'effectivement, vous offrez quelque chose pour nous rassurer, je dirais? Alors, on dispose des autorisations écrites, donc des droits d'auteur qui cèdent effectivement l'utilisation de leurs photographies. On a les contrats. Idem pour toutes les personnes qui sont représentées ou des biens ou des monuments représentés. On demande à l'auteur de nous envoyer ce qu'on appelle la model release, c'est-à-dire l'autorisation de droit à l'image de cette personne qui a été signée par cette personne avec sa pièce d'identité. Donc sinon, si on n'a pas ces éléments justificatifs, la photo est systématiquement refusée. Donc vous avez ces garanties-là. D'ailleurs, en cas de litige, il y a également des dans nos conditions, mais on a vraiment les autorisations des auteurs, les autorisations des personnes représentées pour une utilisation commerciale. Et chez Fotolia, il y a deux types de licences d'utilisation des photos. Vous avez la licence standard qui vous permet effectivement d'utiliser nos photos sur tout support de communication, quelle que soit la zone géographique. Et vous avez un autre type de licence qui est la licence étendue. Là, ça intéressera davantage les imprimeurs qui font par exemple des produits dérivés. Donc un mug par exemple avec une image Fotolia, un t-shirt, un poster mural. Comme c'est un produit destiné à la revente à l'aide de visuels Fotolia, il y a une licence spécifique qui s'appelle la licence étendue. Donc pour un usage commercial illustratif, c'est la licence standard. Et pour un usage produit dérivé, ça sera la licence étendue. D'autres questions? Merci beaucoup en tout cas. On espère voilà, avoir été clair sur on reste un petit peu dans le coin. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Et merci encore. Merci.